L'actualité est toujours déformante, elle pousse aux a priori. Comment par exemple ne pas voir Fabrice Lhomme comme un chevalier blanc de l'information épris de certitude? Or il n'en est rien, c'est plutôt un être épris de doute et de liberté qu'il nous est donné de rencontrer, avec ou sans filtre. Et bienvenue dans votre vie, Fabrice Lhomme. On va la retracer, cette vie, à travers les photos, les rares photos que j'ai. Oui. Les photos de famille surtout. Eh bien, ça commence là? Ouais, exactement. Donc là, on voit ma grand-mère, celle par laquelle, ou grâce à laquelle j'ai des origines corses. C'est la grand-mère paternelle, une femme que malheureusement j'ai peu connue puisqu'elle est décédée assez jeune. J'étais encore enfant. J'ai quelques petits souvenirs d'elle, notamment de sa grande gentillesse. C'était ce qui la caractérisait. C'était une femme d'une immense générosité et d'une très grande gentillesse, qui adorait son fils, donc mon père, et ses petits-enfants qu'elle malheureusement n'a pas connus assez longtemps. Son destin, elle est particulier. C'est une Jordagne, elle, hein? Oui, exactement. C'est une Jordagne, Francine Jordagne. Exactement. Elle part sur le continent avec ses frères et sa sœur. Ils s'en vont, eux? Oui, ils ont quitté assez rapidement la Corse. Et voilà, le bastion familial, on va dire, c'est la plaine de Père, et plus précisément le village de Père. À l'époque, il fallait trouver du travail et qu'il y avait plus de travail sur le continent. Avec Nonce et Robert, qui ont fait une belle carrière, d'ailleurs, sur le continent. Hein? Absolument, Nonce et Robert, donc c'était mes oncles, voilà, ses frères qui, eux, heureusement, ont vécu très longtemps. Moi, j'en ai beaucoup profité parce que on se voyait très souvent, notamment Robert Giordani, qui me fascinait, qui était un décorateur de très haut niveau, vraiment de très haut niveau. Il a travaillé avec Marcel Pagnol. C'est lui, pour l'anecdote, qui a décoré les Brigades du Tigre, la fameuse série. En plus, moi, enfant, j'étais comme beaucoup d'enfants à l'époque. On était fans de cette série. Grave, et quand je voyais à la fin du générique toujours décor Robert Jordan, ça me faisait quelque chose, parce que c'était pas n'importe quelle série. Et c'était vraiment un très grand dans son métier. Et vous l'avez dit, sur le continent, Francine, elle rencontre Daniel. Qui rencontre Daniel, une union qui était alors loin d'être évidente, puisque en réalité, les parents de mon grand-père, Daniel, étaient totalement opposés au fait que leur fils se marie avec une femme qui n'était pas d'un milieu assez huppé, alors que lui-même était d'un milieu extrêmement modeste. Mon grand-père a trouvé ça complètement surréaliste. Il a dit merde à ses parents, et il a fait quelque chose que je trouve fou, c'est qu'il a coupé tout du jour au lendemain, si bien que même mon père ne connaît pas sa famille paternelle, parce qu'il a été tellement furieux qu'il est parti avec Francine, il a fait sa vie et il n'a plus voulu avoir jamais de nouvelles de sa famille. Oui, complètement. On en a la preuve sur cette photo-là. Venez avec moi. Alors il y a une partie à droite donc de ma mère en robe de mariée, il y a donc Francine, et à côté de Francine, c'est Jeanne qui était donc sa sœur, Tata Jeanne, qui vivait à Cannes, qui elle aussi avait quitté la Corse pour faire sa vie avec Lucien, qui vivait dans le sud de la France. Donc il y a quand même une partie corse qui est là. Donc il y a mon père tout jeune, et puis à l'extrême gauche on voit mon premier grand-père, c'est le mari de Francine, et puis mes deux autres grands-parents qui eux sont d'origine du Nord, ce qui explique que j'ai plutôt un physique de nordiste, même si je pense que j'ai une âme de Corse. Vous allez naître, vous? Alors, dans un premier temps, je vous ai mis bébé, mais dans les bras de cette personne. Oui, une personne très importante pour moi. Donc, c'est Micheline Giordani, donc la femme de Robert Giordani, le fameux décorateur dont on parlait, avec qui j'ai toujours eu un lien très fort. Et Micheline était d'Ucciane, donc très près de la plaine de Père, d'où était originaire son mari. En plus, vous y alliez, hein, à Ucciane, chez elle. Elle avait un petit casier d'où vous alliez passer des vacances, bien sûr. Jusque tard encore. Mais jusqu'à la fin. Et j'ai passé des vacances merveilleuses. On a l'impression d'être au paradis avec des fruits à portée de main. J'ai jamais mangé des fruits pareils. Le jardin d'Éden. Exactement, c'était exactement ça. On va parler d'eux un petit peu, si vous le voulez bien. On va commencer avec votre papa. Oui, donc mon père, André Lhomme, donc qui a pris le nom de son père, bien entendu, mais qui est comme son physique peut l'indiquer, qui est un vrai Corse dans l'âme. En fait, c'est un homme qui a une vraie vocation, c'est le théâtre, mais ses parents lui ont dit non, fais un truc sérieux, toi. Et donc, il va passer par l'ENA, il est brillant, effectivement, il va réussir à revenir sur sa passion originelle, non? C'est ça? Exactement, il a toujours voulu se rapprocher de sa passion originelle. Ses parents, en même temps, n'ayant pas d'argent, ils ne voulaient pas que leur fils vive comme eux. Il m'a longtemps
longtemps dit que pour Noël, il avait une orange quand il était enfant. Donc il voulait absolument que leur fils réussisse, et il a réussi. Mais effectivement, il voulait se rapprocher de sa passion. Donc d'abord, il a toujours écrit des pièces. Cet été, il a encore monté et joué une pièce au Festival d'Avignon, à 86 ans, ce qui est quand même assez respectable. Et par ailleurs, il a eu beaucoup de postes à la télévision. Il a dirigé un théâtre aussi, le Théâtre de l'Empire à Paris. Il a été à France 3, Antenne 2, et puis effectivement, il a dirigé le Théâtre de l'Empire. Exactement. Et de votre maman, on ne va pas en parler là. On va en parler avec une photo qui est emblématique, c'est celle-là. Oui, c'est une photo magnifique, parce que ma mère était, on le voit, était très belle. Pour moi, c'est une photo très touchante, très émouvante, parce qu'on me voit avec ma maman, on la voit dans toute sa beauté, son charisme, une femme pleine de vie, avec qui, je peux le dire, j'entretenais un rapport, je pense, vraiment fusionnel. Alors ça peut paraître un cliché, les enfants en général sont proches de leurs parents, évidemment, mais là, il y avait quelque chose de très particulier qui fait que... Vous n'avez quitté. En fait, elle est venue vivre même à côté de vous, quand toujours que vous soyez jamais loin, il fallait l'appeler tous les soirs. Oui, quasiment, et souvent elle me prenait des prétextes en m'appelant, en me disant « Mais t'as essayé de m'appeler, mon chéri ?» Je disais « Ben non, ah bon, j'avais cru. » En fait, c'était un prétexte pour me parler. Oh. On était vraiment très proches, donc y compris physiquement, elle m'a toujours suivi, elle déménageait en fonction de mes propres déménagements, et c'est vrai que son départ soudain en 2016 m'a laissé totalement inconsolable. Mais bon, elle m'a donné aussi... inconsolable. Oui, inconsolable. Enfin voilà, moi je ne peux pas m'en remettre, je ne m'en remettrai jamais. Mais on trouve, j'ai mes filles, voilà, et puis j'essaie de faire vivre sa mémoire aussi, parce que c'était, je pense, une femme d'exception et qui m'a donné tellement d'amour et je pense de force, et dont j'ai eu beaucoup besoin dans ma vie. Elle a toujours été là et quelque part, elle sera toujours là pour moi. Alors parlez de vous un petit peu. Parce que vous êtes un peu un cas quand même, hein, Fabrice. Très jeune. On voit là. Ces photos ont quelque chose en commun, c'est que de cet âge-là à cet âge-là, vous avez... Alors, c'est pas une passion, mais c'est de vous faire renvoyer de l'école, en fait. Oui, alors c'est pas vraiment une passion. Il s'est trouvé que j'étais plutôt un élève dissipé. Complètement dissipé. En fait, ce qui se passe, j'ai un peu analysé avec le recul pourquoi je m'étais comporté de telle manière. C'est simplement je ne tenais pas en place physiquement. Je me rappelle, lorsque j'étais tout jeune et que j'allais à la maternelle, j'ai été plusieurs fois renvoyé chez moi par la maîtresse qui convoquait ma mère en disant « Mais votre fils, on a un problème, c'est qu'il se met debout sur la table, il ne peut pas rester assis. » Et donc j'avais ce vrai problème-là, je n'arrivais pas à rester concentré, etc. J'étais, j'allais dire, inadapté à l'éducation nationale, ce qui fait que j'ai eu des études, du moins au début, assez catastrophiques. Assez catastrophiques, tant et si bien que vers cet âge-là, vos parents, pour vous... Est-ce qu'on peut dire que c'est pour vous casser? Mais en tout cas, ils vous envoient en pension du côté d'Évreux, je crois. Oui, absolument. Chez les prêtres? Oui, chez des prêtres. Violent? C'était assez dur, oui. Ouais. C'est une autre époque. Hein. En pensionnat? Voilà, c'est un pensionnat à Évreux, tenu par des catholiques. Et c'est vrai que ça a été dur. Alors ça m'a un peu remis dans le droit chemin. Mais il se passait quand même des choses qui aujourd'hui seraient jugées inacceptables. On se faisait tabasser par le surveillant général. On se faisait punir. Aujourd'hui, ce serait vraiment considéré comme des mauvais traitements, à juste titre. Donc, mais je ne vais pas pleurnicher. Il y a aussi quelques claques que j'ai méritées. Mais ce n'était pas à ces gens-là de me les donner, je pense. Mais même de là-bas, vous vous faites renvoyer, en fait. Hein. Même de là-bas, vous vous faites renvoyer. Ouais. Et finalement, en sortant, vous passez par une boîte à bac et vous finissez enfin par avoir le bac. C'est ça, Fabrice? C'est ça, exactement. Hein? J'ai réussi, j'allais dire sur un malentendu, j'ai quand même réussi à avoir le bac. J'ai bossé comme un fou pendant 6 mois, on va dire. Vous avez terminé premier un concours de circonstances, comme on dit. Voilà, exactement. Et puis, vous voilà adulte. Et adulte, la vie va commencer. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Hein, d'accord? Mais on va pas le voir là, on va le voir dans une pièce, tranquillement assis. D'accord, avec plaisir. Allez, venez avec moi. Et on aura moins chaud. Et on aura moins chaud, ouais. Tiens, passe là. Voilà. Prenez place, Fabrice. Et j'ai envie de dire, l'âge adulte attendra. Oui. La preuve. Autre passion. Période punk. Oui, c'est toujours une passion d'ailleurs, la musique rock et punk en particulier. J'ai découvert à l'âge de 17-18 ans un groupe mythique britannique qui s'appelle The Clash.
qui m'a initié au rock, au punk, aux valeurs du punk, que j'assume toujours, qui ne sont pas sans lien d'ailleurs, je pense, avec mes racines corses, c'est-à-dire une idée de rébellion, de révolte contre l'injustice, contre, voilà, au-delà des clichés sur les gens qui se teignent les cheveux en rouge, etc. Il y a un état d'esprit, en fait, punk, que moi je revendique toujours, même si j'ai évidemment changé d'apparence et aussi dans ma vie, mais il y a quelque chose qui, pour moi, reste un fil rouge dans ma vie. J'ai mis cette photo parce qu'effectivement, à un moment, il faut se décider à gagner sa vie quand même dans la vie, Fabrice. Et j'ai mis cette photo avec vos parents parce qu'ils sont importants dans le choix de votre carrière, parce que vous n'arrêtez pas de vous faire renvoyer. Et eux, ils disent, tiens, Fabrice, c'est eux qui vous donnent l'idée de faire du journalisme, je crois, non ? Oui, c'est eux, tous les deux de manière différente, on va dire. Ma mère savait que j'avais une passion, notamment pour le sport, et elle se disait peut-être il pourrait être journaliste sportif. Et quant à mon père, qui aussi a toujours cru en moi, malgré mes mauvais résultats, il pensait que j'avais une personnalité qui pouvait réussir dans ce métier, parce qu'il avait observé que j'étais passionné par l'actualité. Pas seulement le sport, j'étais passionné par l'actualité, je regardais les informations, il ramenait des journaux à la maison, moi je les épluchais tous les soirs. Notamment Le Monde, déjà. Notamment Le Monde, qui me paraissait un journal très difficile d'accès, et donc c'était un défi pour moi de lire ça. Je me suis cultivé, j'ai appris à lire, à écrire, tout ça en lisant les journaux, en fait, uniquement, pas du tout à l'école. Donc c'est une formation un peu spécifique. Formation spécifique, mais du coup, vous passez un concours d'une école de journalisme à Tours. Oui. Il y a 1200 candidats, et vous êtes pris contre toute attente. Vous êtes 3e. Oui, alors contre toute attente, y compris la mienne, parce que moi j'ai été en touriste. Je m'étais dit, mais moi passer un concours, moi qui suis un cancre, et finalement, effectivement, ils en prenaient 30 sur 1200, et j'ai été parmi les 30. Bon, j'ai su après que j'étais 3e, mais j'en suis toujours pas revenu. Et en réalité, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais sans doute trouvé ma voie. Parce qu'en fait, dès ce concours, je me suis aperçu que pour moi, le journalisme, c'était facile. Je trouvais pas ça compliqué, c'était naturel, en fait, tout simplement. Oui, sauf que la nature revient au galop, et vous vous faites renvoyer de cette école. Oui, alors disons que voilà, ça c'est l'aspect un peu plus négatif, c'est que j'avais pas encore totalement terminé ma crise d'ado, qui a un peu trop duré. Je me suis fait virer du coup de l'IUT de Tours. J'ai fait une autre école de journalisme. Oui, que vous trouvez, c'est vos parents qui la trouvent, l'autre école de journalisme. Le SJ, c'est ça ? Le SJ de Paris. De Paris, oui. Mais là aussi, vous faites renvoyer ? Elle avait l'inconvénient d'être située place Saint-Germain-des-Prés. Donc, oui, quand j'avais 20 ans, il y a trop de tentations. Donc, je me suis aussi fait virer. Donc, j'ai pas été diplômé. Et là, vos parents vous disent, bon, maintenant, on a assez fait pour toi. Maintenant, tu vas te débrouiller tout seul. Et là, il y a un petit déclic qui se passe chez vous. Oui, d'abord, ils ont eu raison. Je pense qu'ils en avaient marre de me payer des études, de me payer des écoles, et puis de voir qu'il n'y avait pas de résultats. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai envoyé des CV à la terre entière, tous les médias possibles. Et puis, j'ai eu un peu de réussite. J'ai trouvé des stages à Radio France Internationale ou à Radio France tout court. Et puis, ça s'est bien passé. Belfort, du côté de Belfort aussi, je crois. Oui, j'ai travaillé à Belfort. Mais immédiatement, effectivement, c'est une évidence, par contre, ce métier. Oui. Et finalement, quand vous travaillez, en fait, il fallait que vous travailliez pour être cadré, parce que là, du coup, ça se passe bien. Exactement. C'est assez stupéfiant. C'est-à-dire que tous les problèmes que je pouvais rencontrer jusqu'alors dans le cadre d'école, c'est cet encadrement qui ne me convenait pas, tout simplement. Ça a disparu totalement. Dans les rédactions, je me suis senti épanoui, libre, en fait. Je me sentais libre. Bien sûr, il y avait quand même un cadre, il y a toujours un rédacteur en chef, etc. Mais j'avais le sentiment de pouvoir faire plein de choses, de pouvoir bouger aussi. Moi, toujours ce côté, je ne peux pas rester assis, je ne peux pas rester en place. Et là, il va falloir rester un petit peu quand même, hein, oui, jusqu'à la fin. Je vais faire un effort, là. Et à cette période-là, justement, vous passez, comme vous avez dit, de Belfort à la Martinique, et puis il y a un vieux copain de l'école de Tours qui vient vous voir un jour et qu'est-ce qu'il vous dit ? Et il dit, je dois partir à l'armée, est-ce que tu veux pas me remplacer ? Je vais parler de toi à mon chef. Et donc j'ai pris sa place, j'ai été embauché comme ça, mais comme on ne le ferait plus aujourd'hui, mais sans assurance ni rien. Le rédacteur en chef du Parisien m'a dit, écoute, je te mets à laisser quelques jours, si ça marche, je te fais un contrat. Et c'est ce qui s'est passé, ça a marché. Et voilà. Et vous voilà au Parisien, c'est la période Parisien là, hein ? Oui, c'est ça. Ça c'est au début des années 90. Donc moi, je suis entré au Parisien en 1989 et j'y suis resté presque 10 ans. Et j'ai vraiment beaucoup appris, notamment en commençant par le bas, par la base, par la locale. Et je crois que c'est la meilleure formation possible pour un journaliste. Mais assez rapidement quand même. Effectivement, vous commencez à faire de l'enquête parce que ça ne vous suffit pas de faire que de la locale. Il faut que vous ayez fouillé. Il vient d'où ce tempérament ? Et vous faites votre premier scoop déjà, là, sur le Devaquet en fait, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Dès le début des années 90, avec mon ami et collègue Gérard Davet, qui va ensuite... qui va revenir, on va le retrouver dans l'histoire. Eh bien, avec Gérard Davet, dès 1991, on sort un scoop sur la mairie du 11e arrondissement, qui était dirigée donc par l'ancien
ministre Alain Devaquet, et dans laquelle il y avait eu des détournements de fonds. Et donc on fait la une du Parisien, nous tout jeunes journalistes, et on adore ça en fait, on trouve ça satisfaisant. Et c'est vrai que moi j'ai pris goût dès le départ à cette idée d'aller chercher ce qu'il y a derrière, de gratter sous la surface. Je crois que ce qui me motive le plus depuis toujours, c'est ma détestation de l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas quand il y a une vérité qui est cachée, quand on nous dit quelque chose et que moi j'ai la conviction ou je sais que c'est faux. Et donc je me mets en tête, eh bien, il faut que je prouve que ce qu'on nous raconte est faux et il faut que je le démontre. Et donc finalement ça s'appelle le journalisme d'investigation. Sauf que ça se passe pas si bien que ça finalement au Parisien, parce que dans cette cellule investigation où vous finissez par arriver dans le Parisien, vous êtes avec des collègues et finalement c'est un petit peu chacun pour soi et il n'y a pas trop d'émulation, non? C'est-à-dire qu'on était trois et trois pitbulls enfermés dans la même cage. Ouais. Donc un pitbull, ça va. Il y en a au moins deux de trop en fait. Au moins deux de trop. Et d'ailleurs, ça a explosé très rapidement. Et vous rebondissez, vous vous retrouvez là. Autre affaire que vous dénoncez. Alors là, c'est quand vous êtes à François. Je viens d'arriver à François. Vous arrivez à François. Alors cette image est intéressante. Effectivement, vous révélez cette histoire du dopage dans le cyclisme. C'est en 1998 l'affaire. C'est ça. C'est cela. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les gens qu'il y a autour. Vous dites que vous n'aimez pas l'injustice, vous voulez la révéler. Mais eux aussi n'aiment pas l'injustice et veulent la révéler. Il y a aussi quelque chose qui vous anime peut-être de plus fort encore dans le journalisme d'investigation. Il faut être le premier, il faut être le meilleur. Voilà, le journalisme, c'est d'abord une compétition. Enfin, moi, je le vis comme ça. Ah oui? Oui, et je pense que c'est la compétition qui rend meilleur, de toute façon. Donc, il faut l'assumer, ça. Et quand vous êtes journaliste d'investigation, oui, il y a la course au scoop, c'est vrai. En tout cas, il faut être le premier, puisqu'un scoop, par définition, c'est l'information exclusive que vous apportez à votre lecteur, téléspectateur, etc. Vous allez continuer dans la presse sportive, notamment. Vous allez passer par l'équipe. Et puis un jour, il y a Le Monde qui vous appelle. Oui, ça c'est Vous n'y croyez même pas quand on vous appelle pour venir au Monde? Non, ça c'est un jour dont je me souviendrai tout le temps. J'étais encore à l'Express, je reçois un coup de fil d'un journaliste du Monde qui demande à me voir pour prendre un café, et je me demande bien ce qu'il me veut. Il faut savoir que pour moi, Le Monde, c'est plus qu'une religion, c'est une référence absolue. Et surtout, je me sens pas du tout au niveau du Monde. Encore une fois, quand j'étais plus jeune, je lisais Le Monde, admiratif, en me disant mais qu'est-ce qu'ils sont brillants ces journalistes. Moi, je serais jamais à ce niveau-là. Surtout qu'on a passé votre jeunesse à vous dire que vous n'y étiez pas brillant. Bien sûr, j'ai toujours eu ce complexe que je pense que j'aurais un petit peu toute ma vie, un peu de me rabaisser. Je me sentais pas au niveau, clairement. Et donc, ce journaliste m'appelle, prend un café, et c'est là qu'il me dit, mais moi, on cherche quelqu'un, en fait, pour faire de l'investigation, pour renforcer la cellule. Est-ce que tu es d'accord? Mais enfin, j'avais envie d'embrasser. J'ai même pas hésité une seconde. Et je suis parti. C'était en 2000. Et évidemment que j'ai jamais regretté mon choix. Et je me souviendrai toujours du premier article que j'ai publié dans Le Monde, que j'ai regardé comme ça. J'avais presque les mains qui tremblaient en me disant c'est pas possible. Moi, Fabrice Lhomme, j'ai réussi à signer un article dans Le Monde. Vu d'où je viens, ça me paraissait complètement démentiel. Et ça va aller encore plus loin même, la preuve. Ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Méry occupe une large part de l'actualité de ce vendredi, avec de nouvelles révélations publiées par le journal Le Monde. Voici ce que contient la cassette. Je les ai contraints à me verser un total sur cette opération de 10 millions de francs, que j'ai réparti moi-même à raison de 5 millions de francs pour le RPR. Et vous allez voir que ces 5 millions de francs ont une importance terrible, je vous dirai comment dans quelques secondes. 1 million de francs pour le Parti communiste. 3,5 millions de francs pour le PS. Grand souvenir, ça? Oui, grand souvenir, parce que c'était un scoop monumental, on va dire, à l'époque, en tous les cas, puisqu'il ne faut pas oublier que Jacques Chirac est alors président de la République. Donc, évidemment, ça suscite plus qu'un tollé. C'était une sorte de Watergate à la française. Je pense qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, les mentalités ont tellement évolué que je pense que Jacques Chirac aurait eu du mal à rester en poste. Ah oui, c'est vrai qu'on pensait que ça allait faire trembler la République. Ça n'a pas trop fait trembler la République. D'ailleurs, vous, quand vous faites ça, vous êtes convoqué chez, à l'époque, le directeur du journal, qui est un compatriote, Colombagne. Et là, vous vous rendez compte de ce que vous avez dans les mains, d'ailleurs? La veille de la parution, Jean-Marie Colombagne nous convoque avec le collègue avec qui on fait les premiers articles et nous dit « Vous savez ce qui se joue dans cette affaire ?» Donc nous, on le regarde, on dit « Bah oui, c'est une affaire importante. » Il dit « Non, mais c'est plus qu'important. » Il dit « En gros, il y aura un mort dans cette histoire et il y en a un qui va sauter. Ce sera soit le président de la République, soit moi. » Et ça vous met quand même une grosse pression.
Et le fait est que personne n'a sauté. Il n'a pas sauté parce que les faits étaient vrais, ils ont été avérés. Et il n'a pas sauté parce que Chirac a tenu, il a contre-attaqué plutôt intelligemment. Et puis je pense que ça a commencé un peu à nourrir malheureusement le tous pourri. Les gens se sont dit oui, Chirac il fait ça, mais les autres font pareil. Et donc c'est un peu la France. Hein. On est resté avec cette idée que le président de la République n'était peut-être pas forcément toujours très honnête et qu'il fallait s'habituer à cela. Et on vous retrouve là. Vous quittez l'amour de votre vie, en fait. Qu'est-ce qui se passe, là? Oui, c'est vrai, j'ai quitté le monde, en effet, à la fin des années 2000, parce que tout simplement, il y avait une nouvelle équipe qui était en place. L'investigation n'était plus à la mode, n'était plus en cours. Donc moi, ça m'a agacé. Donc je suis parti. Et ensuite, en 2008, j'ai intégré la nouvelle rédaction de Mediapart, qui venait de se lancer. Et Mediapart, qui a eu beaucoup de difficultés au départ financièrement à se lancer, j'allais dire, a été sauvé par ce scoop qu'on a sorti avec Fabrice Arfi. L'affaire est en cours? Oui. Et vous allez rester quelques années à Mediapart, et puis finalement, le premier amour reste le premier amour, et on va le retrouver là. Qu'est-ce qui se passe? En 2011, effectivement, le monde qui, entre-temps, a changé totalement de direction de la rédaction, veut de nouveau faire de l'enquête. Moi, c'est un journal qui me manque. Et surtout, il y a mon ami Gérard Davet, avec qui j'ai passé de longues années au Parisien, voilà, on a sympathisé. On est plus que des collègues, on est des amis. Et Gérard Davet se morfondait sans moi au Monde, et moi, je me morfondais quand même sans lui à Mediapart. Donc, on a décidé de refusionner notre duo, et ça fait 10 ans. Et on va voir ce qui s'est passé depuis 10 ans avec Gérard Davet, mais on ne va pas le voir dans cette pièce-là, on va le voir dans une autre pièce. D'accord. Si vous le voulez. Avec plaisir. Allez, suivez-moi. Dernière pièce, Fabrice, et on va voir cette association avec Davet, elle va faire des étincelles. Ouais. Ouais, des étincelles. Ouais. Oui, surtout le premier. Celui-ci, 80 000 exemplaires vendus, c'est Sarko m'a tué. Plus, non? Oui, 80 000 exemplaires. 80 000, ouais. Oui, ce qui est un bon score. C'est vrai que c'est un livre qui avait pas mal fait scandale, parce qu'il y avait beaucoup d'accusations. Il y a 27 personnalités qui racontent comment Sarkozy, en fait... a tenté de les éliminer, pour résumer, moins politiquement, ou judiciairement, ou policièrement, etc. On a été un peu précurseurs en prenant, cela dit, beaucoup de risques, parce qu'il y avait des gens qui portaient des accusations, c'est vrai, très qui avaient peur, hein, qui avaient vraiment peur. C'était quelque chose de faire ce livre. Oui. Qu'est-ce que ça dit de notre démocratie? Ça dit quelque chose d'important, c'est qu'à l'époque, donc on est en 2011, Sarkozy est encore président de la République. Et on a vu avec Gérard Davet à plusieurs reprises que lorsque on enquête, on écrit, on fait un livre, on fait un article qui peut mettre en cause le président de la République, en France, c'est un peu comme si on mettait en cause le roi à l'époque de Louis XIV. C'est-à-dire qu'on est encore une monarchie républicaine. Il y a une peur, il y a parfois aussi des mesures de rétorsion, parce que le pouvoir est puissant, le pouvoir central en France est puissant. Nous, on en a été victimes, on a eu des filatures, des écoutes ordonnées par le pouvoir, etc. Et ça fait que des sources peuvent se tarir ou se cacher parce qu'elles ont peur de s'en prendre au président. Le livre qu'on prépare actuellement, qui sera sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, eh bien, pour d'autres raisons, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas ou qui n'ont pas voulu nous parler ou qui nous ont parlé en off parce qu'ils ont peur de déplaire au monarque. Et il y a quand même encore cette ambiance-là en France, ce qui en 2021 paraît fou. Voilà, ça c'est une des photos issues des nombreux entretiens que nous a accordé le président de la République entre 2012 et 2017, et ça a donné effectivement... Ce qu'il n'aurait pas dû dire en fait, hein, parce que là vous avez trouvé encore une fois un super titre, hein, un président ne devrait pas dire ça. Ce qui lui a porté beaucoup préjudice d'ailleurs. Beaucoup préjudice. Et autant pour Chirac, effectivement, on a vu qu'il a continué normalement, Sarkozy aussi finalement, lui, pour le coup, il y a eu un effet avec ce livre. Vraiment. Oui, le livre précédent dont on parlait, c'était Sarko m'a tué, mais là, ce livre l'a tué. C'est ce qu'il nous a dit lui-même, et c'est ce qu'on a découvert à travers nos enquêtes, mais postérieurement à la publication du livre, parce qu'en réalité, comme il parlait beaucoup, et qu'il disait parfois du mal de ses amis politiques, il a été lâché par son propre camp. Quand vous êtes déjà impopulaire dans l'opinion publique, que vous êtes attaqué tous les jours par la droite, et que votre propre camp vous lâche, eh ben, il n'y a plus de possibilité de se représenter. C'est ce qui l'a conduit à renoncer. Et alors, qu'est-ce que ça provoque, ça, chez vous, d'être là, pour le coup? Vous êtes défaiseur de roi, là, sur ce coup-là. Oui.
Il faut pas se prendre pour un acteur. On est d'abord des gens qui, nous, journalistes d'investigation, qui amenons des faits. Et les conséquences, il ne faut pas trop y penser, parce que sinon, on va être un petit peu paralysé, parce qu'on va se dire, oui, mais moi, je coûte la réélection de François Hollande, mais peut-être que je vais favoriser l'extrême droite, ou je ne sais quoi. Et dans ce cas-là, on ne fait plus rien. Donc il ne faut pas avoir de parti pris politique, il faut simplement se dire, je suis là pour faire surgir la vérité, en ayant conscience que oui, ça a des conséquences. Ça a des conséquences, effectivement, ça a un coût. Et on va le voir ici, si vous le voulez bien. Avec ces images-là, Fabrice, on est en Corse, là. Oui. 4 enquêtes que vous avez réalisées en Corse. Erignac, Bonnet, Tommy, Pierre. Parmi ces 4 enquêtes, il y en a une qui va vous coûter pas mal, non? Oui, sans doute celle qui nous a coûté le plus avec mon ami Gérard Davet, c'est celle sur Michel Thom. On avait fait un grand article dans les pages du Monde pour le désigner comme étant le parrain des parrains. Ça nous a valu effectivement pas mal d'ennuis, beaucoup de menaces. On a été menacé de mort très sérieusement. Mon ami a reçu des balles à son domicile, des lettres visant sa compagne, ses enfants. Moi de même, j'ai reçu un cercueil à domicile avec les dates de naissance de toute ma famille, etc. Donc ça a été dur à vivre, d'autant qu'on a été placé du coup sous protection policière pendant 2 ans. Voilà, donc exercer son métier d'investigation en voyant des sources discrètement avec 2 policiers qui vous suivent en permanence, c'est quand même très compliqué. Alors, pour faire votre métier, j'imagine que c'est compliqué, mais là, il faut du courage. Qu'est-ce qu'il faut pour continuer? Parce que pour le coup, il faut du courage pour faire ce métier quand même, non, Fabrice? Alors moi, j'ai tendance à dire non, voilà, parce que je suis lucide. Je pense qu'il faut avoir du courage pour être journaliste en Corée du Nord ou en Russie. On est en France. Si on met de côté les attentats islamistes qui visent le caricaturisme, quelque chose de très spécifique, les journalistes d'investigation en France, on ne les tue pas, voilà, jusqu'à preuve du contraire, et tant mieux. On les menace, on les poursuit en justice, on les suit, on peut les écouter. Ok, mais moi, si je fais ce métier-là, je dois assumer aussi les conséquences. Ce serait trop facile de dire, je vais parader, je vais sortir des grands scoops, je vais faire des livres qui font du bruit, etc. Et je n'aurai pas les contreparties, s'il y a des contreparties à ce métier. Donc éventuellement, on pourrait me taxer d'inconscience, je veux bien accepter ça, mais de courage, je place le courage comme la vertu ultime, et je ne me sens pas à ce niveau-là quand je fais mon métier. Je fais le boulot, il y a des inconvénients, et il faut que je les assume. Mais les inconvénients, il y a ceci aussi. J'ai mis cette photo, un de vos mariages, parce que finalement, votre métier, ça vous a coûté 2 divorces. Alors, ça a des conséquences sur la vie privée. Là, c'est une très belle photo avec ma première femme, en effet. Effectivement, j'ai eu 2 séparations douloureuses. Après, c'est les choses de la vie. On sait que le métier de journaliste expose beaucoup à ça. Mais c'est vrai que quand vous faites du journalisme d'enquête, ça vous bouffe. C'est beaucoup de stress. Je sais que ma deuxième compagne, par exemple, le fait d'avoir été placée sous surveillance policière, d'avoir reçu ces menaces, elle l'a très très mal vécu. Et il y a un moment, ce stress, il contamine l'ensemble. Et ça, c'est un peu quelque chose que, je ne sais pas que je me reproche, mais que je regrette. Parce que moi, j'assume encore une fois tous les ennuis que je peux avoir, parce que c'est pas que je les provoque, mais ça fait partie du job. Mais les enfants, les proches, la famille, la femme, etc., ils n'ont rien demandé, eux. Et ils sont impactés parfois. Ils sont impactés, et vous-même, vous êtes impacté aussi, parce que je crois savoir que vous avez fait un burn-out. Oui, j'ai fait un burn-out. Alors c'est assez amusant parce qu'avec le recul, on peut en rigoler parce qu'on l'a fait ensemble avec mon collègue Gérard Davet, sans se concerter. Hein. Et donc, on a... Oui, il y a un moment, la cocotte minute, si vous voulez, elle explose, quoi, en fait. Voilà. Mais ça fait du bien, et après on repart à zéro, et on remet le logiciel Ouais, et puis ça repart peut-être en faisant ça. Ouais. Est-ce que ça fait partie un petit peu de la thérapie? Ah mais totalement. Le sport est très important dans ma vie. Ça permet de se défouler, je pense, tout simplement. Ça permet de penser aussi, de se vider l'esprit. Certains font de la méditation, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, c'est un peu de la méditation active. J'en ai besoin, quitte à souffrir pour ce marathon. On souffre. Ça a été terrible. Ça a été terrible, un des efforts les plus durs de ma vie. Vraiment j'imagine. Totalement. Et alors, c'est sans doute un point commun avec mon métier. Et je pense que Gérard est comme ça aussi. C'est le besoin de dépasser ses propres limites. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous et on le fait dans le journalisme. On essaie toujours d'explorer des nouveaux terrains. On essaie aujourd'hui d'écrire des scénarios de films, de séries, de pièces de théâtre, toujours faire plus parce que c'est ça être vivant, se dépasser. Et ben ça se traduit dans le sport. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus dur? Un marathon de New York. Dernière photo, elle est ici. On recentre un peu le débat, on revient chez nous avec cette photo qui est magnifique. Oui.
Alors là, c'est donc avec ma fameuse tante, Micheline. Et en fait, là, c'est sur la bordure de la nationale qui relie Ajaccio à la plaine de Père. Et le terrain qu'on voit derrière, eh ben, c'est un terrain dont je suis parmi d'autres censé être le propriétaire. Alors après, vous connaissez mieux que moi le pays, donc c'est en indivis, je ne sais même pas où ça en est, mais je sais que techniquement, via mon père, nous revient une part de ce terrain. J'essaie de transmettre à mes 2 filles le fait qu'elles ont aussi des racines corses, elles sont un peu plus lointaines que les miennes, mais elles existent encore, et puis je pense qu'elles ont tous les deux un tempérament assez fort, donc que ce soit Emma ou Natacha, je pense qu'elles ont quelque chose de corse en elles. Allez, on fait une petite photo si vous le voulez bien, la dernière, c'est moi qui l'ai fait celle-là. Voilà. Merci infiniment, Fabrice. C'était un plaisir. Vraiment, pour moi aussi. Un de ces jours, du côté peut-être de la plaine de Père. Exactement. Hein, si vous avez besoin de quelqu'un pour aider pour la maison, appelez-moi. Je vous ferai signe. Au revoir. Au revoir.